Anis, donc, qui m'a posé la question pour le cas où les charges seront, la charge sera négative. D'accord? Comment il est le champ et ce qu'il faut faire. Je vous ai demandé de réfléchir à ça. Donc, mais bon, dès qu'on arrivera, donc, j'attendrai vos propositions. Mais nous allons essayer de reprendre brièvement le théorème de Gauss avant d'attaquer le deuxième chapitre concernant les conducteurs en équilibre. D'accord? Comme je disais, pour l'application du théorème de Gauss, il y a des étapes à suivre. Nous, on a pris un simple exemple pour un champ électrique qui a été créé au point M dans l'espace par une tige de longueur infinie. Et bien sûr, elle est uniformément chargée. Or, donc la densité lénique est constante. On nous demande de trouver donc l'orientation du champ E pour la tige, d'accord, et aussi de faire le choix, donc choisir une surface de Gauss. D'accord? Pour le champ, s'agissant d'une densité de charge linéique positive, le champ est sortant. D'accord? Même dans le cas où, s'agissant d'une tige donc, de longueur infinie et d'épaisseur du rayon très petit, donc même s'il est négatif, sera vers l'intérieur et aura un chevauchement entre, donc on inverse ceux qui sont vers le haut, retourneront vers le bas et vice-versa. Ça, c'est important. Donc, première des choses, le champ est sortant. D'accord? Et s'agissant d'une tige de longueur infinie, donc, on n'a pas d'effet de bord. Donc, on n'a pas de champ, d'accord, de vecteur champ sur les bords de cette tige, les deux extrémités. OK? Pour la surface de Gauss, on doit choisir. On a dit qu'on doit choisir une surface qui va englober la charge ديالنا ou la distribution de charge تاعنا اللي رانا نيتيديو فيها. On est en train d'étudier. Donc, ici, s'agissant d'une tige, donc, elle est claire et nette de choisir un cylindre, d'accord? C'est-à-dire la première des choses. Et la deuxième des choses. Donc, on peut choisir un carré, un rectangle, ce qu'on veut, comme surface de Gauss. On n'a pas de problème. On peut choisir une sphère, par exemple. Une sphère. D'accord? Mais géométriquement, en choisissant une sphère, on va se compliquer la vie. OK? On va se compliquer la vie. Pourquoi ne pas prendre directement un cylindre? Ici, c'est une équation complète. Donc, on a une tige qui a une forme cylindrique. Donc, la surface de Gauss, elle est cylindrique directement. On ne cherche pas à comprendre. En plus de tout ça, on n'a pas d'effet de bord. Donc, le tout est simple. Même si on a des effets de bord, donc en appliquant le principe de superposition, on va y arriver. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ici, on peut voir la distribution de champ sur une section de cette tige, d'accord, où la tige et le cercle au milieu, le petit cercle, d'accord, et la surface de Gauss, c'est le grand cercle, d'accord. Donc, le champ, il est sortant, il est perpendiculaire à la surface chargée, d'accord. Donc, il sera perpendiculaire, par symétrie, il sera perpendiculaire à la surface de Gauss. Ça, c'est clair et net. Et cette surface de Gauss doit passer par le point M de l'espace où on doit calculer le champ
électrique. Toujours. Donc ce point M, il est quelque part ici sur la surface. Donc en tout point, puisqu'il est chargé uniformément plutôt, donc en tout point, le champ est le même. Donc de prendre le point M ici ou là, ça ne changera rien. D'accord? Le deuxième exemple est le même, plutôt la troisième question. Dans notre cas, bon, on l'a dit, c'est un cylindre qui contient trois surfaces. On nous demande d'exprimer le flux à travers la surface de Gauss. Le flux, comme je l'ai déjà dit, c'est tadaffuq. D'accord? C'est tadaffuq. C'est le flux. C'est une quantité, par exemple, de charge circulant dans notre système. Donc, ce flux qui est là, phi, il est exprimé par l'intégrale double. Et le cercle hadaya dit sur une surface fermée. Donc ici, la surface qu'on a choisie et qu'on doit choisir pour toute autre forme de charge, c'est une surface synthétique qui doit être fermée. Et cette surface, elle est imaginaire pour nous. Donc c'est à nous de la créer. D'accord? Elle doit être fermée. De quoi? De EDS. C'est un produit scalaire. D'accord? EDS est un produit scalaire. Donc, on aura ici trois Monsieur, surfaces. Oui, quelle est la différence entre le flux ou le champ? c'est différent. Le champ, c'est des lignes créées par une surface, par une charge donc ponctuelle, fixe, à un point de l'espace qui l'entoure. D'accord? Oui. Par contre, le flux, c'est la quantité de charge qui peut circuler ou qui est à l'intérieur d'un conducteur. Pour le flux, prenons l'exemple, par exemple, de l'eau. D'accord? Comment dirais-je? C'est la quantité d'eau, d'accord, qui se déverse, par exemple, c'est comme un débit pratiquement, qui se déverse dans un seau. Ça, c'est le flux. D'accord? C'est le flux. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Très bien. Donc, le flux hadaya, on le calcule sur les trois surfaces. Puis, s'agissant d'un cylindre, on a la surface en vert, la surface en bleu et la surface violette. D'accord? Donc là, on a trois surfaces. On a S1, S2 en vert et S3 en bleu. D'accord? Donc, en appliquant le principe de superposition, donc on peut les sommer. Donc, on peut faire la somme. Donc, c'est l'intégrale de E ds1 plus l'intégrale de E ds2 plus l'intégrale de E ds3. OK? Le champ, il est sortant. D'accord? Le champ, il est sortant. Donc, il est perpendiculaire à la surface de Gauss. D'accord? Et aussi, le ds qu'on a choisi, c'est la surface élémentaire sur la surface de Gauss. Donc, son vecteur, bien sûr, est normal à la surface de Gauss. Donc, il est perpendiculaire à la surface de Gauss. Donc, pour E et ds1, sont perpendiculaires. D'accord? Pour E et ds2, on peut voir là sur la figure tout à fait à droite, ils sont parallèles et ils ont le même sens. D'accord? Pour E et ds3, voilà, je vois E et ds3, ils sont perpendiculaires. S'agissant d'un produit scalaire, d'accord? Éliminer ce système vectoriel, donc E en vecteur et
EDS en vecteur. Donc, on peut l'écrire, le vecteur champ scalaire, le vecteur élémentaire, on peut l'écrire directement en étant, d'accord, le champ E, en vecteur, fois la surface élémentaire ds, d'accord, cosinus l'angle entre les deux. C'est ça la définition d'un scalaire. D'accord? Cosinus pi, il vaut combien? -1. Pi, moins 1. Cosinus pi sur 2, 0. c'est 0. Donc, s'ils sont perpendiculaires, le cosinus entre les deux vaut 0. Donc, s'ils sont perpendiculaires, donc le produit est nul. S'ils sont parallèles, donc c'est cos 0 qui est égal à 1. D'accord? Donc, est égal directement. Alors, le algébrique, c'est l'intégrale E ds2. Et puisque aussi, on a un cos pi sur 2, donc c'est 0. Donc, elle est nulle. Donc, ce qui nous reste, c'est E ds2. D'accord? Où E est constant le long de la surface latérale, s'agissant d'une distribution uniforme. OK? Donc, ici, directement, on fait l'intégrale sur du cylindre, c'est E de pi R H. H, c'est la hauteur du cylindre, là, c'est la longueur du cylindre, et petit r, c'est le rayon du cylindre. C'est compris? Oui, monsieur. Pour la quatrième question, déterminer la charge QI à l'intérieur du volume délimité par la surface de Gauss. Qu'est-ce qui est délimité par la surface de Gauss? C'est la tige chargée, d'accord? Qui a une charge, une densité de charge lénique. C'est la charge de cette tige par rapport à sa longueur, sur sa longueur. C'est ça la densité. D'accord? Donc, si on doit chercher la charge de la tige, c'est la densité de charge fois sa longueur. D'accord? Et c'est aussi, bien sûr, puisqu'elle est enveloppée dans le cylindre qui représente la surface de Gauss. Oui, Monsieur, كي تكون uniformément chargé dq sur dl يساوي q sur l. dQ sur dL. Ah, Bien sûr, c'est la même. من جبناها حنايا؟ حنا كنت دير Q sur L et dérivéها واش راح تعطي لك؟ dQ sur dL. oui. C'est la même quantité parce que pratiquement. Ah, Parce que tu vas diviser par le même nombre. Donc, si tu divises par grand L, tu prends toutes les charges. Si tu divises par la surface et la longueur élémentaire dl, donc tu dois prendre la charge élémentaire dans ce dl. C'est tout à fait normal. Donc, c'est lambda dl, et puisque, bon, cette tige, elle est enveloppée dans la surface de Gauss qui représente le cylindre, donc c'est la densité linéaire fois la hauteur de ce h, la longueur ou la hauteur de ce cylindre. En appliquant le théorème de Gauss, donc c'est phi est égal à double intégrale sur la surface élémentaire EDS qui est égal à QI sur epsilon 0 qui est la permittivité du vide, d'accord? Et puisqu'on a calculé le flux, qui est égal à E fois 2pi RH, ok? Et QI est égal à lambda, c'est la densité de charge linéaire fois H sur epsilon 0. Donc l'égalité entre les deux, on aura au final le E qui est égal à lambda sur 2pi R epsilon 0, ou plutôt 2K lambda sur R, puisque 1 sur 4 pi epsilon 0, donc c'est K. OK? Jusque-là. Ça, c'est les étapes. Si vous voyez ici, provoqué par la charge de la tige,
On a commencé par trouver l'orientation. Donc, représenter le champ électrique. Puis, on a choisi une surface imaginaire qui est la surface de Gauss. D'accord? Pour le calcul du flux. Juste après, on a calculé le flux à travers cette surface de Gauss. D'accord? En quatrième position, on a déterminé, bien sûr, on aura besoin, on a déterminé la charge à l'intérieur de ce volume. D'accord? Qui est délimité par la surface de Gauss. Et en dernier lieu, on a appliqué directement le théorème de Gauss pour avoir l'équivalence, donc l'égalité entre le flux qu'on a calculé, d'accord, et le QI sur epsilon 0 qui est égal au flux, donc, et qui est l'intégrale qui est fonction du champ électrique ou l'électrostatique TNA, d'accord? Et de l'autre côté, on a la charge et la permittivité qui sont connues. Donc, à partir de là, on peut déduire directement le champ électrostatique qu'on veut calculer. OK? Et à partir de là aussi, on peut avoir le potentiel et on peut avoir autre chose. D'accord? Comme deuxième exemple, donc là, c'est une demande, un champ qui est créé en un point toujours M de l'espace par rapport à un plan infini. Ce plan infini, il est uniformément chargé avec une densité là, s'agissant d'un plan, c'est une densité surfacique. OK? De la même manière, on procède avec les étapes qu'on a. Il faudra, en premier lieu, représenter le champ électrique TNA, d'accord, qui est créé par cette surface uniformément chargée. Après, c'est d'imaginer cette surface de Gauss, de la créer, de la choisir, en quelque sorte, on choisit cette surface de Gauss sur laquelle on doit travailler, puis on calcule le flux délimité par le volume qui est créé par cette surface de Gauss, OK? Et comme quatrième étape, on calcule la charge interne, donc la charge qui est à l'intérieur du volume, la charge qui est dans le volume délimité par la surface de Gauss qu'on a choisi. Et puis on applique directement le théorème de Gauss pour revenir au champ électrique. Donc ici, on a choisi, bon, la première des choses, c'est que s'il s'agissant d'un plan infini, donc uniformément chargé, avec une densité de charge, sigma, qui est positive. Donc là, je vois, là, c'est le champ électrique. De chaque côté, il est perpendiculaire à cette surface. OK? Pour le choix, on va choisir comme surface de Gauss un cylindre. Vu que sa géométrie nous facilite le calcul, surtout en intégrale. On a choisi un cylindre. Là, on a fait en sorte que le cylindre soit à l'intérieur de cette surface, d'accord? Puisqu'elle est infinie, on ne peut pas l'envelopper entièrement, donc on doit envelopper une partie, on peut définir le rayon d'INA. OK? Donc, on a choisi ce cylindre. Et le flux à travers ce cylindre, c'est le flux qui est égal au double intégral sur la surface fermée. Fermée par quoi? Par cette surface de Gauss, de chaque surface de ce cylindre, parce que chaque surface représente la surface de Gauss. OK? On a le DS1, le DS2 et le DS3. C'est les surfaces élémentaires, ou S1, S2, S3. C'est une surface complète. Donc, on fait la somme. Et si on aura pour DS1, le champ il est sortant par rapport à la surface plane qui est chargée uniformément, donc il est dans le même sens et il est porté sur la direction de DS, DNA,
donc ils sont parallèles. DS2, c'est la surface latérale du cylindre. Donc, si on prend le DS2, plutôt le DS3, plutôt, je parle de DS3. DS3, elle est perpendiculaire à la surface latérale, donc elle est comme ça. Donc, et le champ, il est perpendiculaire à ce vecteur de surface élémentaire, d'accord? Donc, le cosinus phi, le phi, il est égal à pi sur 2, donc on aura le cosinus qui sera nul, donc ce produit sera nul. Et on aura le DS2 qui est sortant sur la surface de base de ce cylindre, donc on aura qui est aussi parallèle au champ électrique. Par rapport à ça, donc on aura pour le flux, c'est l'intégrale E ds1 plus E, l'intégrale E ds2, puisque E ds3 est nul. D'accord? Et puisque S1 est égal à S2, donc ds1 est égal à ds2, ça c'est élémentaire, donc on peut dire directement que c'est EDS. On va dire que S1 est égal à S2 est égal à S, donc on aura au final le flux qui est égal à 2 fois ES, ok, qui est égal aussi. Monsieur, oui. On peut placer ce cylindre horizontalement. Horizontalement, oui. Vous pouvez le placer horizontalement, pourquoi pas? Vous pouvez le placer horizontalement. Donc après, on n'aura que E scalaire ds3. Très bien, mais bon. Donc la surface sera plus grande et l'intégration sera sur H. D'accord? Oui. Et si elle est sur R, parce que s'agissant du rayon du cylindre, il faut jouer de Gauss. En prenant l'objectif, c'est de simplifier au maximum les cas problèmes. Donc, je dois comprendre le cylindre. En quelque sorte, on n'aura pas le champ, mais on aura des angles qui seront pas définis. OK? Parce que on aura un point où E et DS sont parallèles, mais juste le point à côté, on aura un angle phi entre E et DS. D'accord? Parce que E est toujours perpendiculaire à la surface de la surface latérale de notre cylindre, où ils sont perpendiculaires. D'accord? Et le DS à côté, toujours, il prend une autre forme. Donc, par rapport à ça, on prend toujours un angle entre les deux. Donc, de préférence, c'est de prendre ce cylindre en vertical, puisque les surfaces délimitant ce cylindre, donc la surface du bas et du haut, seront toujours perpendiculaires à tout point où le champ est régi par ce plan infini. D'accord? Là, on se simplifie la vie. D'accord? Il faut toujours prendre en considération de choisir ça et de prendre en considération que notre choix va nous amener vers des champs électriques où ils seront parallèles à notre surface élémentaire, qui est la surface de Gauss, une partie de la surface de Gauss, où ils seront perpendiculaires. Évitez de choisir une surface qui donnera un angle indéfini entre le vecteur champ et le vecteur surface élémentaire. D'accord?
D'accord, monsieur. Très bien. Donc, pour l'application de théorème de Gauss, je vous recommande de suivre ces étapes en quelques lignes qu'on a mis. D'accord? Par ordre dans ce document. C'est de trouver l'orientation, de choisir cette surface de Gauss de sorte que le champ, le vecteur champ et les vecteurs élémentaires de surface soient ou perpendiculaires ou parallèles. D'exprimer le flux à travers la surface juste en intégrale sans la deuxième égalité de QU chez epsilon 0, donc de le prendre directement là. Et sinon, vous pouvez les trois dernières étapes les mettre toutes à la fois, donc d'exprimer le flux en sachant que directement que la charge interne QI, c'est la densité de charge, soit surfacique, linéique ou volumique, fois le volume ou la surface ou la longueur, d'accord, et de appliquer directement le théorème de Gauss et d'englober ces trois étapes, dernières étapes. C'est bon? Est-ce clair? Tout le monde? Oui, monsieur. Très bien, j'espère. Donc là, c'est juste la distribution de charge. Donc, c'est les champs électriques par rapport à une tige, à une surface, à un cylindre, d'accord? Et les cordes de symétrie, donc c'est des coups. On peut prendre une sphère derrière où le champ est sortant par rapport à toute la surface, donc là, une charge ponctuelle, donc aussi, qui est un élément de volume pratiquement de la sphère. Ça, c'est connu, c'est pas la peine de trop tarder sur ça. Donc là aussi, c'est pratiquement connu, donc le choix du cylindre bien. Heureusement, l'exemple qu'on a traité, l'exercice 17, qu'on a traité la dernière fois, où l'un de vous, je ne me souviens pas de qui, je pense que c'était Petit Waqil ou là, il m'a dit, monsieur, et si la charge était négative? Maintenant, voilà. Maintenant, la charge, elle est positive. Et si la charge était négative? Allez. Et si cette charge, distribution de charge, était une distribution de charge négative? Qu'est-ce que j'aurai? Sur le flux négatif. On aura le flux négatif. Comment on aura le flux négatif? Je viens de le dire, le Filcoura. Cos P, c'est moins 1. Barakallahu fik. Cos P, c'est moins ça. Ou là de prendre directement, bah, d'accord, on a la même chose, parce que bah, de prendre les charges qui sont négatives, donc j'aurai un terme négatif maintenant, j'aurai un terme négatif maintenant. Donc QI, c'est des charges négatives. D'accord? Distribution de charges négatives. Soit on dit le moins Q, soit on dit le cos pi qui est égal directement au moins. Donc j'aurai un signe moins en plus. C'est tout. C'est juste ça. D'accord? Ça, on l'a fait. En haut et en large, donc en longueur et en large plutôt. Donc là, je ne reviens pas dessus.
Est-ce qu'il y a-t-il des questions par rapport au théorème de Gauss? Y a-t-il des questions par rapport à cette partie? Il n'y a pas de questions. Pour tout le monde. Je vois le chat. تبتي هضر على الاناليز في كود d'analyse. Bon. Il n'y a pas de questions. On continue. On va introduire maintenant le deuxième chapitre, qui est les conducteurs en équilibre électrostatique. Commençons par ce terme d'équilibre électrostatique. Quand est-ce qu'on peut dire d'un conducteur? Déjà, le conducteur, c'est quoi? C'est un corps. Où les Le charges conducteur, peuvent déplacer. oui, très bien, qui est conducteur d'électricité. Les charges se déplacent dans ce corps. D'accord? Quand est-ce qu'il est cet équilibre électrostatique, quand est-ce qu'il est constaté? D'accord? Lorsque aucune charge électrique ne se déplace à l'intérieur d'un conducteur. Qui connaît les charges GAHABSIN, en équilibre électrostatique. Le conducteur qui est en équilibre électrostatique. Aucune charge à l'intérieur de ce conducteur ne se déplace. Là, on est en équilibre électrostatique. Retenez bien ces définitions parce qu'elles sont très importantes pour la suite. On va voir maintenant les propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique, qui veut dire que les charges à l'intérieur de ce conducteur ne se déplacent pas en fixe. À l'intérieur de ce conducteur en équilibre électrostatique, le champ électrique est nul. Derrière le champ électrique vaut 0. Il n'y a pas de champ électrique. Si il y a un champ électrique à l'intérieur de ce conducteur en équilibre électrostatique, d'accord? Donc il n'est pas en équilibre électrostatique. Donc si E interne de ce conducteur est différent de 0, qui n'est pas en équilibre électrostatique, il y a un déplacement de charge. Les charges à l'intérieur se déplacent. La deuxième. À la surface de ce conducteur, en équilibre électrostatique, le champ d'IN électrique il est perpendiculaire à n'importe quel point de sa surface. Le champ il est perpendiculaire à n'importe quel point de sa surface puisqu'il est en équilibre électrostatique. Dans le cas contraire, le champ est parallèle. Donc, le déplacement, il y a un déplacement de charge le long de cette surface. C'est aussi simple que ça. Le potentiel terme, il est constant. Donc, un conducteur en équilibre électrostatique constitue quoi? Un volume, une surface, un volume équipotentiel. D'accord? Un volume équipotentiel puisque E interne TAO il est nul, donc le potentiel il est constant. Et ce conducteur constitue un volume équipotentiel. Donc toutes les surfaces à l'intérieur, si on découpe toutes les surfaces au parallèle, et ont le même champ
électrique. La répartition des charges à l'intérieur de ce conducteur en équilibre électrostatique, donc, est défini comme étant nul. D'accord? Et si on applique le théorème de Gauss, on aura que le flux, c'est l'intégrale de E interne ds. Et s'agissant de E, donc même le flux est nul, qui est égal à QI sur epsilon 0, qui est nul. Donc on aura ici le E qui est nul. À l'intérieur d'un conducteur en équilibre, la charge électrique est nulle. Puisque QI sur epsilon 0 est égal à 0, et epsilon 0 est différent de 0, ou est différent de l'infini, bien sûr, ça c'est sûr, est défini de l'infini. Donc il est défini, il est fini, c'est un nombre fini. Donc on a QI qui sont les charges internes, d'accord, par rapport à ce de Gauss, sont nulles. Donc à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, la charge est nulle. Pour le champ, au voisinage, bien sûr, le champ, on le calcule au voisinage du conducteur. Il y a une charge. On a une charge au voisinage de dans l'espace entourant cette charge. Donc, le champ au voisinage d'un conducteur en équilibre électrostatique, bien sûr, si on considère là, si on considère un conducteur de n'importe quelle forme, d'accord, et on applique le théorème de Gauss, on aura le flux qui est égal à tout par l'intégral sur la surface fermée EDS qui est égal à QI. Si on choisit un cylindre dans une sphère, donc la hauteur du cylindre, elle sera négligeable devant les dimensions de la surface, donc DS1 et DS2. OK, aide les deux. Donc, on aura le flux qui est égal à l'intégrale EDS1 plus l'intégrale EDS2 plus l'intégrale EDS qui est la surface latérale. Donc, au final, on aura directement le flux qui est égal à ES1. D'accord? Puisqu'on néglige par rapport les dimensions qui est égal à QI sur epsilon 0. Donc, on aura au final E qui est égal à quoi? Parce que là, on est à l'intérieur. Et à l'intérieur, HADA, c'est le conducteur en équilibre électrostatique. On a choisi le cylindre HADA comme étant la surface de Gauss. D'accord? Donc, la surface du conducteur en bleu. Donc, ce qui est à l'intérieur, le champ il est nul et la charge elle est nulle. Donc, là, qu'est-ce que je prends? Je prends que la surface DS, puisque là, la partie elle est négligeable devant DS1. La surface latérale, là, elle est قاعدة برا. Elle est الحاجة الأولى. Elle est négligeable. Et la deuxième des choses, si on prend que E, même si on a E qui sort en D, sera perpendiculaire à DS. Et on aura E, high DS, on aura DS2 شكون؟ دي من تحت كاع. هذه التحتانية اللي على الانتيريور du conducteur تاعنا. هاي راهو تشوفوا فيها. Ah, c'est bon. À l'intérieur, E il vaut 0, à l'extérieur. بارك الله فيك. À l'extérieur, on a E. C'est tout. Donc au final, on n'aura que ES1. Puisque le latéral هذا aussi, il va être nul puisque le champ d'INA, il est sortant directement, il est perpendiculaire à la surface d'un conducteur, la surface du conducteur. Donc là, si on prend des DS derrière, DS, c'est la surface latérale. Donc DS de la surface latérale et E sont perpendiculaires. Donc c'est nul. Donc on n'aura que le DS1. C'est pour ça qu'on a eu ES1 qui est égal à QI sur epsilon 0. Donc au final, on aura le champ d'INA, E, qui est pour ce conducteur en équilibre, qui est égal à sigma sur epsilon 0. Sigma, c'est la distribution de charge surfacique. D'accord?
et epsilon 0, c'est la permittive du vide. Et U1, c'est le vecteur unitaire normal à la surface. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Pour le conducteur en équilibre, on va voir le théorème de Coulomb. Le théorème de Coulomb chez nous. Il dit que voisinage immédiat de la surface. La limite de la surface, directement. Au voisinage, au voisinage à une distance h de la surface. Non, au voisinage immédiat, tel que la distance E entre le point où le voisinage le voisinage et la surface qu'on veut, E est inférieur à epsilon, c'est à bzaf. D'accord? Donc, au voisinage immédiat de la surface d'un conducteur, le champ électrique est perpendiculaire. On vient de le voir là. À la surface d'un conducteur, là, il est perpendiculaire. OK? Et on a vu qu'il vaut sigma sur epsilon 0, c'est la densité surfacique de charge sur epsilon 0. D'accord? Et aussi que, à la traversée de la surface du conducteur, donc, et en prenant la continuité en compte, le champ varie de la manière indiquée là. Où delta هذا est infiniment petit. C'est la traversée de la surface du conducteur. La surface du conducteur, elle est très très petite. D'accord? À l'intérieur du conducteur, la partie, elle est nulle. Donc, dès qu'elle touche la surface du conducteur, le champ commence à avoir une valeur, même si elle est petite, d'accord? Et croît. À la surface externe, à la surface interne, à la surface externe du conducteur, on aura le champ qui sera constant, puisque s'agissant d'une distribution uniforme, qui est égale à sigma sur epsilon 0. Ça, c'est l'extérieur. Donc, la variation du champ, on la retrouve dans la surface du conducteur. À l'intérieur, elle est nulle. Dès qu'on touche la surface interne du conducteur, elle commence à avoir des valeurs, le champ électrique DNA, et dès qu'on sort, elle sera constant. On dort de ça. Donc, en particulier, sur la surface du conducteur, le champ électrique vaut sur la surface DNA, sigma sur 2 epsilon 0 UN. D'accord? Avec. هذه هي لا سيرفاس تاعنا حاب يقول بلي رانا لهنايا في لا سيرفاس ولا هنايا سي لو فوازيناج وهنا سي لو فوازيناج دونك كوم سي جو ديزي كو هذه كاع سي لا سيرفاس تاع لو كوندكتور ديالنا ورانا نترافيرسيوها ميم سي كو لا سيرفاس الي نيجيجابل الي هنايا وهذه سي جوست لو فوازيناج qui est très très proche, qui sera en quelque sorte confondu avec l'épaisseur de notre conducteur. D'accord? Si on nous demande le champ électrique sur la surface du conducteur, directement au point de la surface, c'est 1/2 sigma sur epsilon 0. Maintenant, on va voir la capacité d'un conducteur isolé. Le conducteur isolé. C'est quoi un conducteur isolé?
Mais c'est un conducteur, monsieur. Les charges peuvent se déplacer, qu'on englobées ou là par une matière ou là qu'elle n'est pas, que les charges ne peuvent pas se déplacer avec la matière, non? Oui, on peut parler de ça, mais bon, un conducteur isolé, c'est un conducteur qui n'est ni influencé, ni influençable par ce qu'il y a à l'extérieur. Isolé. On l'isole. Pour qu'il n'y aura pas d'influence d'un autre conducteur ailleurs, d'un autre champ ailleurs. C'est tout, madame Akane. Vous parlez, c'est Anis, vous parlez d'un fil isolé, qui met les fils, bien sûr, les conducteurs, les fils conducteurs, l'utilisation de l'électricité faible. On a le fil en cuivre qui est à l'intérieur, d'accord? Et on a la gaine qui l'entoure pour l'isoler. Sera isolé électriquement pour qu'on ne soit pas électrifié. Mais s'agissant ici, on isole un conducteur qui est chargé avec n'importe quelle charge, on isole donc pour qu'il n'y aura pas d'influence entre les conducteurs. On isole. C'est tout. Donc, ici, on va définir la capacité d'un conducteur isolé. Donc, la capacité de ce dernier, c'est C, qui est égal à la charge sur le potentiel. C'est Q sur V. Donc, bien sûr, la capacité, elle ne dépend pas de la force. Plutôt, la capacité ne dépend que, la dépendance d'IRAT, la variation, elle ne dépend que de la forme et des dimensions du conducteur d'IRAT. Le conducteur, la capacité, elle change. D'accord? La capacité dépend que de la forme et des dimensions du conducteur. D'accord? L'unité d'IRAT, c'est le farad, bien sûr. Et on rappelle l'échelle du farad. C'est un microfarad, c'est 10 Condensateur. كيفاش؟ Condensateur, oui. Le condensateur, c'est une association de conducteurs. D'accord? D'accord. Donc, on va voir le condensateur. Maintenant, on parle de la capacité d'un conducteur isolé. On va voir le condensateur. D'accord? Donc, là, le microfarad, c'est 10-6. Le nano, c'est 10-9. Et le pico, c'est 10-12. Là, je ne vous apprends rien. L'énergie interne d'un conducteur isolé, c'est U, qui est égal à 1 demi la charge fois le potentiel, mais aussi, en prenant l'équation de la capacité, on peut directement changer le Q. Donc, Q, c'est CV, donc on aura 1 demi CV au carré, mais aussi, on peut voir que V est égal à Q sur C, donc on aura C 1 demi Q au carré sur C. D'accord? D'accord pour tout le monde? Là, c'est juste des définitions. La séance prochaine, Inch'Allah, on va les condensateurs dans le même chapitre. Donc, c'est une introduction. Les conducteurs, c'est une introduction aux condensateurs. On va voir les types de condensateurs, l'association de condensateurs, etc., etc. D'accord? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Donc, bon, la séance en présentiel, c'est à programmer pour le mardi prochain, Inch'Allah. D'accord? Monsieur, on ne peut pas avoir une séance en présentiel mardi parce qu'il y aura les rattrapages. Oh là là. Oh là là, oh là là. On sera quelle date?
Le 15, monsieur. Le 15 عندنا اللي على طابة دقيقة برك. J'ai reçu le mail البارح. Le 15, oui. Oui, 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 oui. Non, lundi, je ne peux pas. Lundi, c'est impossible pour moi. Oh là là. Bon, le mercredi, je rentre quand? Oui. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. صح. mercredi عندكم. Bon, essayez de voir entre vous. Je sais pas. على باليش le mardi قداش اللي على 13. Deux modules. Et on ne peut pas le faire. Bon, y a pas de souci parce que bon, pour ce cours, on va reprendre Gauche en Adérim, donc le premier chapitre. Donc, voyez, si on peut le faire la semaine هذه, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est excellent. Si on ne peut pas, on le programme pour la séance la semaine prochaine et on va essayer d'étirer un peu le temps et de prendre plus de temps. OK? Eh bien, je vous remercie. Donc, mademoiselle Boukhari, vous me tenez au courant. Je vous remercie et je vous dis tout à l'heure pour le groupe 3 et 4 et les autres. Bon courage pour les rattrapages, pour ceux qui ont rattrapage. Et profitez bien pour les autres. Donc, salam alaikum. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Également, merci. Au revoir.